savez, les chimpanzés ont un sens de l'humour, et s'il y a une blague qui les fait se marrer, c'est l'homme descend du singe. Matryoshka. Et oui, ils se gossent, les chimpanzés, ils se gossent quand on dit que l'homme descend du singe. Oui, mais sauf que l'homme vient d'où alors? Et puis est-ce qu'il descend vraiment de quelque part? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Matryoshka. On ne pouvait pas continuer de fleurir notre collection Matryoshka autour de la transmission sans revenir aux fondamentaux. Et c'est ce que nous engageons maintenant avec Pascal Pic, le paléoanthropologue rabat les cartes de toutes les images qu'on s'est faites jusque-là, celles qu'on a trouvées dans nos manuels d'histoire, toutes ces histoires qu'on a bues comme du petit lait et qui sont fausses. Je ne descends pas du singe, pas plus que je ne descends de Dieu. Mais alors, comment est-ce que ça s'est passé? Pourquoi les femmes sont absentes de nos livres d'histoire? Sont-elles vraiment absentes en soi de la préhistoire? Et puis, cette image-là de l'évolution, elle est vraie au moins? Ou là encore, c'est une affaire de malentendu? Bon, clairement, il est temps de remettre nos pendules à l'heure. C'est parti. Ah ben attendez, l'histoire du corps qui se redresse... Non, ça n'a jamais existé, bien évidemment. La verticalisation. Non, ça vient tout droit des arbres. Et ça, tandis que la verticalisation, on la raconte par rapport à quelque chose qui serait sacré. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Donc c'est une vision très ontologique, très orientée vers la domination de l'homme sur la nature. C'est l'héritage des Grecs, d'Aristote. C'est l'échelle naturelle des espèces, la scala naturae, ce qui montre que l'homme s'élève de la terre et l'esprit, la tête se met au-dessus du corps, au plus près des cieux. Et ce qui est vulgaire, c'est la terre et c'est les pieds. Donc ce qui va aussi être pris à la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Quand vous me dites que ça ne s'est pas passé comme ça, qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme ça? Il se trouve qu'il y a 13 millions d'années, une lignée de singes ou de grands singes en Afrique a acquis des tailles corporelles plus grandes. Ils sont tous arboricoles, ils vivent dans les arbres. Et quand on est plus gros, se déplacer dans les arbres, c'est moins évident. Donc ils ont 4 mains. Leurs pieds sont comme les mains. Et donc ils s'accrochent aux branches. Donc quand ils se déplacent, ils s'adressent à ce qu'on appelle la bipédie assistée. Ils accrochent avec leurs pieds-mains la branche du dessous, ils s'accrochent à celle du dessus. Et ils apprennent à voir le monde verticalement. Ils acquièrent un très gros cervelet, en fait, on a autant de neurones dans le cervelet que le reste du cerveau, ça c'est très peu connu, pour gérer des relations dans un espace à 3 dimensions. Et quand vous passez au-dessus de 30-40 kg, je veux vous dire que vous êtes un singe d'1 kg, vous loupez une branche, il y en a d'autres pour vous rattraper. Vous faites 40 kg, il n'y a aucune branche qui vous rattrape, vous êtes mort. Et donc à partir de là, ça va changer les rapports à l'espace. C'est là que vont émerger des relations sociales aussi extrêmement complexes. Donc tout ça va en même temps, c'est la coévolution. Il n'y a pas un seul facteur, tout ça va en même temps. Et en l'occurrence, donc, les bipédies, les attitudes, pas la nôtre, parce que la nôtre est absolument extraordinaire, elle arrive vers 2 millions d'années, mais en tout cas, il y a eu une floraison de bipédies qui remonte à plus de 10 millions d'années. Et en définitive, même Darwin pensait comme ça. Mais il se trouve que cette image, vous savez comment c'est imposée? Non, justement. Time Life, qui avait sorti dans les années 50, une très belle série. Dans les années 50. Où on voit ce redressement du corps. Et comme ça recoupait l'image de l'échelle des espèces d'Aristote, tout ça a convergé et a forgé cette espèce d'icône, il n'y a pas d'autre mot, qui est très difficile à balayer parce qu'elle semble tellement logique pséudologique et donner beaucoup de sens, mais elle est complètement fausse d'un point de vue des mécanismes de l'évolution. Tout le monde parle de Darwin sans trop savoir ce que ça veut dire. La théorie de l'évolution, d'accord? Aujourd'hui, ça veut dire quoi être darwinien? Il se pose cette question, comme tous les naturalistes de son époque. Pourquoi ils sont tous différents les uns des autres? Pourquoi certains de nos caractères se transmettent et d'autres pas? Donc c'est une théorie des diversités. Et en fait, on est en train de découvrir que les diversités sont l'enjeu essentiel de l'avenir des espèces et de nos sociétés et des écosystèmes. Maintenant, vous avez tout le temps de la diversité. Des hommes, des femmes de tous les âges, des handicapés, etc. C'est une société inclusive qui se dessine. C'est une société inclusive qui est en train de se mettre en place. Il y a encore beaucoup de résistance, je ne suis pas naïf, mais ça, oui, c'est nouveau. Et ça, c'est darwinien? C'est ça ma question. C'est darwinien. Ou est-ce que c'est une tendance, une mode? Non. On est inclusif, on est flexitarien. Non, Darwin nous dit que toute différence est une potentialité pour l'adaptation. Si vous avez compris que toute différence est une potentialité pour l'adaptation, vous comprenez que discriminer, ça vous fout dans la merde. Donc il n'y a pas d'autre mot. Alors j'entends votre signal. En même temps, il y en a un autre qui pourrait paraître complètement contraire dans toutes ces manifestations. Avec la mondialisation, on a poussé aussi à une forme d'uniformisation. Et non! Alors, pourquoi? Alors ça, c'est génial. Parfait exemple, Netflix. Allez-y. Netflix.
Allez-y sans vous fâcher. Non. Ah non, je ne suis pas en train de me fâcher. Non, mais je trouve que c'est magnifique. Parce qu'effectivement, on a tous craint ça, nous autres aussi, les anthropologues. On s'est dit, attends, tout le monde communique, c'est le globish, hein, donc l'anglais parlé au niveau international, comme vous le savez. Et on s'est dit, tout le monde parle anglais. Et au contraire, vous avez aujourd'hui des séries absolument remarquables qui émergent partout dans le monde. Et c'est ça qui est absolument génial en ce moment. C'est que nous sommes tous connectés, alors malheureusement pour les virus, mais aussi par les réseaux numériques, et qu'en l'occurrence, pour la première fois depuis 500 ans, depuis que l'Occident dominait le monde, mais maintenant nous faisons partie du reste du monde, nous sortons de la vision verticale du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vont émerger, et c'est déjà le cas, de nouvelles expériences qui peuvent nous agréer ou pas, mais partout dans le monde. Et donc ça, c'est être darwinien aujourd'hui? C'est parfaitement darwinien, c'est-à-dire qu'effectivement, vive la diversité. Par rapport aux femmes, Ah, pourquoi, selon vous, les femmes ont été si absentes de toutes nos narrations? d'abord, il y a quand même une idéologie misogyne qui est quand même extrêmement tenace, notamment dans notre culture. C'est une aberration totale. Ne serait-ce que dans la société d'aujourd'hui, la discrimination envers les femmes, ça a des coûts économiques absolument extravagants. C'est-à-dire, on parle de millions de dollars, de milliards de dollars. Donc, c'est assez lamentable d'être obligé de chiffrer économiquement le coût de la discrimination pour en arriver à une prise de conscience, mais néanmoins, les conséquences sont là. L'histoire, telle qu'elle a été écrite il y a encore jusqu'à 20 ans, c'était écrit selon les canons de l'Occident, avec des sociétés patriarcales extrêmement puissantes, qui avaient complètement idéologisé la misogynie, et donc l'exclusion des femmes du monde économique et social, et politique, bien évidemment. Et derrière cela, ce que l'on sait, même dans des sociétés dites plus matriarcales, c'est que les relations extérieures, ce sont les hommes qui s'en chargent. Qu'est-ce que votre discipline éclaire sur ce sujet? On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il faut reprendre toute l'archéologie, parce qu'en fait, toute la vision patriarcale, machiste, qui a prédominé en Occident, et qui s'accentue à partir du XIXe siècle, au moment où arrivent mes disciplines et les autres bien évidemment, eh bien, en fait, a réaccentué les choses. Le schéma s'est auto-construit lui-même. Dès qu'on voyait une tombe, ça c'est plus récent, c'est la proto-histoire, l'âge des métaux, donc nous sommes à l'origine de l'histoire. Dès qu'on voyait un squelette avec des armes, c'est un homme. S'il y avait des bijoux, c'est une femme. Parce que c'est un gros gag d'ailleurs dans ma discipline. La Dame Rouge de Paviland, c'est joli, hein, c'est au Pays de Galles. Dans les années 1820-1830, on trouve un squelette. C'est qui ce mec alors? Et justement, ce mec, c'était un mec, c'était pas une femme. Parce qu'on le trouve dans une grotte au Pays de Galles et le corps est couvert d'ocre rouge. Donc on s'est dit, on avait dit que c'était une prostituée romaine, vous voyez, carrément. Il y avait des bijoux là. Et on s'est aperçu avec les études modernes que c'était en fait un homme. Et aujourd'hui, on commence à regarder à nouveau ces sépultures ou autres et on s'aperçoit que non, il y a des sociétés. Alors, c'était pas une bonne nouvelle que les femmes étaient guerrières, mais en tout cas, il y en avait. Et en tout cas, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup plus de sociétés complètement différentes. Donc, vous voyez, on a deux choses en même temps qui arrivent. C'est qu'une prise de conscience très récente, évidemment, des discriminations, des violences faites aux femmes, complètement hallucinant, eh bien, il va falloir repenser également, regarder à nouveau quelles ont été l'histoire et l'évolution des autres sociétés, par exemple des sociétés matriarcales qui existent aujourd'hui, qui ont été certainement beaucoup plus importantes qu'on l'a imaginé, et qui existent encore et qu'on néglige complètement.